TVT au cœur de l'information. Le Togo a le maximum de vaccins pour lutter efficacement contre le Covid-19. Une vague de contamination accrue est observée depuis quelques semaines. Ce matin, de nouvelles doses de Pfizer ont été réceptionnées, à suivre en début d'édition. Les jeunes innovateurs togolais doivent tirer profit de leurs œuvres. Le ministre de l'Industrie appelle à une réorganisation du secteur afin que les inventions disposent de droits de propriété. Enfin, elle se veut une candidate proche du peuple et de ses préoccupations. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2022 en France. Elle se dit prête, vous l'entendrez. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Encore 117 000 nouvelles doses de vaccins pour le Togo, du Pfizer. Le fret est réceptionné ce matin par le ministre en charge de la Santé. Le stock de vaccins disponibles est de plus en plus grand. 3 vaccins différents réceptionnés en seulement 4 jours. Sandra Ziagbe était sur le tarmac de l'aéroport international Gnassingbé à Dema de Lomé. Reportage. Le balai des vaccins depuis jeudi. 2 gros lots de vaccins reçus dans la même journée de ce jeudi, Sinovac et AstraZeneca. 24 heures après, voici un nouveau gros lot de vaccins, Pfizer cette fois-ci. 117 000 doses remises par les États-Unis au gouvernement togolais via le mécanisme COVAX. Cette cargaison de vaccins Pfizer vise à soutenir les efforts en cours pour protéger les Togolais contre le coronavirus. Les vaccins sont très importants. J'implore chaque citoyen, chaque personne ici dans notre pays ami Togo sur l'importance de ce vaccin et la protection qu'il fournit, afin qu'il n'y ait aucune hésitation à se faire vacciner. Le Togo se donne ainsi les moyens de son ambition, vacciner 60% de sa population d'ici à quelques mois. Pour ce faire, 4 différents vaccins sont aujourd'hui disponibles. Pfizer, AstraZeneca, Sinovac et Johnson & Johnson. Tout ceci est en droite ligne des efforts du gouvernement du Togo sous la direction du chef de l'État. Et ce lot de vaccins vient à point nommé parce que nous traversons une période de flambée depuis 2 mois et c'est ce qui a d'ailleurs conduit le gouvernement à prendre des mesures restrictives dans le cadre de la prévention de la propagation de cette pandémie. Et c'est le lieu d'inviter la population, encore une fois, à respecter les dispositions prises par le gouvernement et à aller se faire vacciner. Depuis quelques semaines, le Togo vit une flambée des cas de contamination Covid. Seule la vaccination offre une réelle protection. L'appel est donc lancé à ceux qui traînent encore le pas. Au bout du vaccin se trouve notre immunité collective. Et en Algérie, les autorités passent à la vitesse supérieure pour la vaccination contre le Covid-19. Elles se sont fixées pour objectif de vacciner 70% de la population avant fin 2021. L'ambition est grande si l'on sait que le taux de vaccinés dans le pays est à peine 7%. Un reportage de nos confrères de TV5 Monde. Une semaine pour vacciner un maximum de personnes et aller chercher les populations les plus vulnérables, les plus reculées, comme ici dans la wilaya de Kenchla. C'est l'esprit de la campagne nationale de vaccination qui se termine ce samedi en Algérie. Tahar Bibi vient pour sa seconde dose. C'est la seule voie qui s'offre à nous pour sortir de cette crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Lui n'a jamais douté de l'utilité de la vaccination. Mais ce n'est pas le cas de tous dans cette région de l'Est du pays, ni ailleurs en Algérie. D'autant que les doses ont aussi longtemps manqué. Ce centre médical est aujourd'hui très bien pourvu. Même si nous sommes une petite localité reculée, Dieu merci, les autorités nous ont fourni 3 types de vaccins, l'AstraZeneca, le Sinovac et le russe Sputnik. Dans la capitale aussi, on tente de donner un coup d'accélérateur à la vaccination.
Place de la Grande Poste à Alger, il n'y a pas foule. En août dernier, une troisième vague a durement frappé le pays. Et depuis, beaucoup, en ville plus qu'ailleurs, ont tendance à croire que l'épidémie est derrière eux. Seulement 7% de la population algérienne est aujourd'hui complètement vaccinée. Les autorités espèrent rattraper leur retard en quelques mois. En ce qui concerne les dates, bien entendu, ce sont des objectifs. À la fin de l'année, pour vacciner 70% de la population, faudrait-il encore que les gens soient un petit peu convaincus de l'efficacité individuelle et collective de la vaccination. Des pénuries de vaccins, en tout cas, il ne devrait plus y en avoir. Les autorités continuent de réceptionner des millions de doses et le groupe pharmaceutique public Saïdal s'apprête à lancer dans les prochaines semaines sur le sol algérien la production d'un autre vaccin anti-Covid, le Coronavac, en partenariat avec l'entreprise chinoise Sinovac. Et au Togo, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 23 718, 100 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 18 639, 127 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 4 874. Le nombre de décès est malheureusement de 205. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Demain, 13 septembre 2021, l'Afrique célébrera les technologies et la propriété intellectuelle. Chez nous, plusieurs jeunes créateurs se sont fait remarquer dans les domaines tels l'agriculture, la santé, l'éducation et j'en passe. Leurs inventions sont d'ailleurs exportées, mais malheureusement, sans véritable droit de propriété. Le ministre en charge de l'industrie appelle à la réorganisation du secteur. Eliagba Nyandao. Un brevet, une marque, un dessin ou un modèle déposé, seul moyen pour obtenir un monopole sur sa création. 13 septembre, journée africaine de la propriété intellectuelle, le rappelle. Aubaine pour les créateurs de se différencier de la concurrence et de se protéger des contrefaçons. Et en dépit des exigences et restrictions liées au Covid-19, le ministre en charge du domaine insiste sur l'apport de la propriété intellectuelle dans le développement. Le thème retenu pour l'édition 2021 reste d'ailleurs évocateur. Propriété intellectuelle, innovation et développement des entreprises en Afrique. Le choix de ce thème est motivé par la ferme volonté des États de l'OAPI d'utiliser la propriété intellectuelle comme un moteur de croissance à travers la création et le développement d'entreprises innovantes. Le gouvernement togolais, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Faure Gnassingbé, a fait du développement des entreprises un maillon essentiel dans la création de richesses et d'emplois conformément à la vision stratégique 2020-2025 d'un Togo en paix, une nation prospère et moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Récemment, le conseil d'administration de l'OAPI a adopté un mécanisme de financement des innovations technologiques au bénéfice de ses pays membres. Pour Kodjo Adédié, c'est une occasion à saisir. Le signal positif donné à travers le second fait majeur, en dépit des défis liés à la pandémie, est l'occasion pour les États, la société civile et nos partenaires au développement de se rappeler de l'un des défis majeurs du continent, celui de son développement technologique et économique. À cet effet, le gouvernement ne ménage aucun effort à encourager et à accompagner toute initiative privée dont le but est la création et le développement d'entreprises par l'utilisation stratégique et efficace de la propriété intellectuelle. La mise en place des plateformes innovateurs est prévue par l'OAPI. Ceci en vue de permettre aux toutes petites et moyennes entreprises de disposer d'innovations nécessaires à leur développement, leur compétitivité et leur croissance. En dépit des chocs provoqués par la pandémie du Covid-19, le Togo a été en 2020 une destination privilégiée des opérateurs économiques étrangers. Ces investissements en direction de notre pays ont connu une augmentation de 85%, soit 352 milliards de francs CFA. C'est selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Quels sont donc les facteurs favorisant cette performance? La réponse avec Solange Amandé et Sandra Aziabi.
Le Togo s'affiche aujourd'hui comme leader en matière d'amélioration du climat des affaires. Dans la sous-région, les réformes économiques opérées par le pays attirent de plus en plus d'investisseurs étrangers. En 2020, les investissements directs étrangers en destination du Togo ont connu une augmentation de 85%, soit 352 milliards de francs CFA. Au même moment, des investissements publics dans le PIB cumulent à 444 milliards de francs CFA, soit 48% des recettes budgétaires. Ces chiffres du Centre des Nations Unies pour l'économie et le commerce placent le Togo à la pole position des investissements directs en Afrique. Cette performance, en dépit de la crise de Covid-19, est due à une batterie de réformes opérées par le Togo ces dernières années. Le pays est d'ailleurs meilleur réformateur en Afrique et reconnu donc comme une destination privilégiée des investisseurs. Au Togo, les investissements étrangers se concentrent dans plusieurs secteurs: l'agroalimentaire, l'énergie, la logistique et l'économie. On peut citer par exemple la plateforme industrielle d'Adétikopé, réalisée grâce à un partenariat avec le groupe singapourien Arise et la centrale électrique Kekeli Efficient Power, mise en place pour augmenter de 50% la capacité électrique du Togo. À ces initiatives s'ajoute la cession d'une part du capital de l'État au sein de la BTCI et la NSCT pour accroître les investissements et leur compétitivité. Et pour mieux renseigner les investisseurs sur les potentialités du Togo, le gouvernement a mis en place un portail. L'outil est opérationnel depuis quelques mois. Le développement de l'agroécologie pour accompagner les jeunes entrepreneurs ruraux de la région des Savanes vers l'autonomie. C'est la formule trouvée par AREJ, Action réelle sur l'environnement, l'enfance et la jeunesse. Elle est accompagnée par le Fonds pour l'environnement mondial pour favoriser la résilience climatique dans le Grand Nord du Togo. Le projet vient de boucler ses 18 mois de réalisation. AGR, élevage, agriculture bio et bien d'autres, j'en passe. Ce sont des traces laissées. L'impact du projet, c'est dans ce grand format que nous présente Gérard Lagoudou depuis Dapan. Les villages de Tonte et de Pikparpak. Nous sommes dans la commune de Tonte 3. Ici, leurs vies ont changé grâce au projet de développement de l'agroécologie. L'AMSA, la trentaine d'âge, a bénéficié de la branche d'accompagnement des jeunes entrepreneurs ruraux vers l'autonomie. On peut vendre ça à 150 000. Une personne dans nos maisons, si ça ne va pas sur lui, on peut amener à l'hôpital. Au total, 10 ménages ont bénéficié chacun d'un kit de porc-géniteur. Nanlib est un agriculteur. Il met à profit les matières organiques, les excréments issus de l'élevage. Si les déchets mélangés avec les herbes là, on enlève ça pour mettre ça à côté. À la fin de l'année, au moment de la boue, on met ça dans les champs. On récolte le maïs 3 à 4 sacs par an. Mais avec ce qu'on pose maintenant, chaque année, on peut aller jusqu'à 4 à 5 tonnes par an maintenant. On trouve que l'époque là, ça nous a donné beaucoup d'avantages sur le plan agricole. Porcs géniteurs, mais pas seulement. 20 autres foyers ont reçu des chèvres et moutons géniteurs. Biakanang, l'un des bénéficiaires. On les laissait comme ça et les petits mouraient en désordre. Donc avec la formation, comment les faire nourrir, on a appris. Et comment les soigner, on a tout appris. Et maintenant, ça avance. À quelques kilomètres de là, nous apercevons un groupe de femmes spécialisées dans le maraîchage. Ici, elles restituent les techniques apprises dans leur domaine d'activité. On est en train de faire pépiner des tomates, oignons. On travaille au retable qui vient. Son pépinet. La campagne précédente, elles ont déjà mis en place les cultures d'oignons, de tomates, d'oseille de Guinée, d'aubergines et plusieurs autres spéculations. À travers ce projet, AREJ, Action réelle sur l'environnement, l'enfance et la jeunesse, renforce la résilience climatique dans la région des Savanes. 18 mois de parcours avec environ 36 millions de francs CFA injectés. Nous avons le devoir de contribuer au développement de notre milieu en formant les jeunes. La formation que les jeunes ont reçue a permis de faire tâche d'huile dans les villages et demander aux autres jeunes, restons
tôt ou tard, nous allons récupérer tout ce que nous voulons à partir de ce qu'on a mis à notre disposition. Le volet environnement a été également pris en compte sur le terrain. Malgré les conditions difficiles, les résultats sont perceptibles. Pour pérenniser le projet, les bénéficiaires partagent ici les acquis avec d'autres ménages en termes de transfert. Le 1er juin dernier, la campagne nationale de reboisement a été lancée et pour l'atteinte de l'objectif 1 milliard de plants au cours des 10 prochaines années, le ministre en charge de l'Environnement fait le suivi. Il faut redoubler d'efforts, a-t-il laissé entendre à Guérin-Kouka et à Bassar. Nestor Mouzou. Dans la préfecture de Dankpen et dans celle de Bassar, les rencontres de présentation du bilan à mi-parcours ont commencé avec la visite de certains sites sur lesquels le reboisement a été fait cette année à la suite du lancement national de la campagne le 1er juin. Le Togo s'est engagé dans une politique de restauration des forêts et le repeuplement par le reboisement. La ratification de plusieurs conventions, dont celle relative à la biodiversité et à la lutte contre la désertification, sont des illustrations de la volonté du gouvernement à promouvoir une gestion durable des ressources forestières et à protéger la diversité génétique de la flore et de la faune. La visite des sites reboisés a été suivie des échanges en salle sur le bilan proprement dit des actions de reboisement menées dans les préfectures de Dankpen et Bassar depuis le 1er juin. Dans la préfecture, nous avons pu planter 4800 plants sur 52 hectares, avec 8 km linéaires sur les domaines de l'État, spécialement les domaines des communes. Nous avons accompagné aussi les privés en leur donnant les plans, mais les données des privés n'ont pas été enregistrées dans ce bilan parce qu'ils sont venus un peu tardivement. À Bassar, ce qui est planté officiellement dans le compte de l'État, nous sommes à 12 400 plants. Maintenant, les privés, quand nous avons reçu les données de ces privés, ça s'évalue à 25 000 plants qui sont mis en terre. Dans les échanges, il ressort que l'un des problèmes majeurs que rencontre la campagne de reboisement est celui de la mobilisation des terres. La mobilisation des terres est difficile. Les plants sont produits, mais où est-ce qu'il faut les mettre? C'est la terre. Or, les terres n'appartiennent pas à l'État. Les terres appartiennent aux collectivités locales. Donc, nous devons composer avec eux. Et c'est ça, effectivement, la grande difficulté que nous avons. Et c'est pourquoi nous les exhortons à nous aider. Depuis le 1er juin 1977, il n'y a jamais eu de bilan à mi-parcours. Donc, cette année, il est de bon ton qu'après le lancement du 1er juin, qu'on vienne vers les acteurs qui nous accompagnent, de leur rendre un peu les comptes. Relever les difficultés et leur chercher des solutions, c'est l'intérêt des rencontres préfectorales de présentation du bilan à mi-parcours de la campagne de reboisement entreprise par le gouvernement. D'ici à 2030, le gouvernement togolais envisage de planter 1 milliard d'arbres à travers le pays. Autre actualité ce dimanche, une candidate de plus pour la présidentielle de 2022 en France, Anne Hidalgo a annoncé officiellement sa candidature. La maire socialiste de Paris compte, je cite, « bâtir une France plus juste, plus forte et plus sûre ». Fin de citation. Suivez. C'est la fin d'un faux suspense. Depuis des mois, Anne Hidalgo sillonne la France et construit son image de candidate. Elle se lance désormais officiellement. Humblement, consciente de la gravité de cet instant, et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Une déclaration depuis Rouen. La maire de la capitale a choisi une ville de région pour éviter toute accusation de parisianisme. Et pour sa campagne, elle s'entoure d'élus locaux, une équipe de France des maires, dit-elle, très critique envers le quinquennat qui s'achève. Sur 5 ans, là, on a vécu beaucoup de fractures et beaucoup de moi je. Pour notre part, nous pensons que la France a peut-être besoin un peu moins de moi-je et un peu plus de collectif, de nous. Dans son discours, la toute fraîche candidate a aussi déjà lancé ses flèches contre Emmanuel Macron. Elle esquisse aussi son programme tourné vers l'écologie et le travail, une candidature au féminin qui séduit ses militants. Ça permet de contrer le fait que de nos jours la politique soit encore trop
trop faite par des hommes. Dans cette course vers l'Elysée, Anne Hidalgo est loin de partir en pole position, devancée dans les sondages par Jean-Luc Mélenchon et l'écologiste Yannick Jadot. Anne Hidalgo avait pourtant promis avant et après les municipales du printemps 2020 que la présidentielle n'était surtout pas son objectif. Un vote interne doit donc intervenir pour valider la candidature de la maire de Paris. Le Liban se dote d'un nouveau gouvernement après plus d'un an d'attente. Il sera dirigé par Najib Mikiti. Au terme de 13 mois de tractations politiques, ils sont 24 ministres au total. Il aura fallu 13 mois de tractations politiques, 14 réunions entre le président libanais et le Premier ministre Najib Mikati pour former un nouveau gouvernement au Liban. Aujourd'hui, j'ai formé un gouvernement avec le président et en effet, il a fallu un certain temps. Rien n'est parfait, mais je vous assure que notre équipe travaillera comme un seul homme pour que nous arrêtions cet effondrement. Le 4 août 2020, une déflagration secoue le port de Beyrouth. La catastrophe provoquée par l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium fait plus de 200 morts et provoque la démission du gouvernement en place. 2 premiers ministres échoueront à former un gouvernement. D'abord Mostafa Adib, un diplomate, et Saad Hariri, déjà plusieurs fois Premier ministre. Pendant ce temps-là, le pays poursuit son effondrement économique, plongeon de la monnaie nationale, hyperinflation, pénurie de carburant et de médicaments. Ce nouveau gouvernement est composé de 24 ministres, tous recommandés par les partis politiques traditionnels, largement considérés par la population comme responsables de cet effondrement. Najib Mikati lui-même, milliardaire et première fortune du pays, suscite la défiance. Si le chef du gouvernement est lui-même un voleur, comment le pays pourrait aller mieux? Honnêtement, on ne leur fait pas confiance. Ce nouvel exécutif devra convaincre les Libanais, dont désormais 75% vivent sous le seuil de pauvreté. Il devra aussi convaincre les bailleurs, dont le Fonds monétaire international, qui a interrompu ses discussions avec les dirigeants. Retour en page nationale, nous allons à présent nous intéresser à un mécanicien à nul autre pareil. Il capitalise 45 années d'expérience dans la mécanique de roues. Issaka Aruna nous retrace son histoire. Regardez. Réparation d'engins en 2 roues. Sotogbe connaît son métier au bout des doigts. Cela fait 45 ans qu'il a appris à manier les clés à pipe et consorts. C'était la belle époque des motos bécanes, Vespa et encore plus récemment, les maths. 1976. J'ai appris ce métier depuis 1976. Quand j'ai fini, j'ai fait un petit temps à la maison avant d'ouvrir mon atelier au niveau du CASEF. Je suis installé ici depuis 30 ans déjà. Depuis, les choses ont évolué avec le temps. Les motos bécanes et ses anciennes marques ont disparu et font place désormais à de nouvelles générations qui intègrent la nouvelle technologie. Pas formé dans une école, Sotogbe semble s'adapter au goût du temps. Où nous on était en apprentissage, ce n'était avec ces genres de motos. C'était les motos Vespa, mobilettes. Aujourd'hui, c'est avec ingéniosité que nous réparons ces nouvelles marques. Nous n'avons pas fait une école de mécanique. Dans la clientèle de Sotogbe, la plupart sont fonctionnaires. Pour eux, avoir la moto en bon état pour être à l'heure au service est une exigence. Sur ce plan, Sotogbe rassure. Je travaille auprès de son atelier. Quand je suis au service, je remarque une panne là, j'amène ça chez lui. Il me dépanne très bien. Donc c'est un bon mécanicien. Depuis toujours, des années, c'est lui qui nous fait le travail. Une confiance à toute épreuve qui attire à Sotogbe des clients d'horizons divers. Ma moto est gâtée même d'ici à Zanguera aussi, c'est chose que j'amène. Donc on était maintenant, ça fait un temps. Donc, mais je l'ai apprécié de leur travail. C'est pourquoi je suis avec eux. Apprenti de Sotogbe, puis collègue de son patron, Messan travaille désormais en binôme avec son ancien patron, devenu
presque un ami. C'est chez lui que j'ai appris ce métier. Vraiment, c'était dans une bonne ambiance. Cela fait qu'à la fin, j'ai décidé de rester avec lui. Aujourd'hui encore, cette ambiance est meilleure. On travaille comme un père et son fils. Je suis très fier de cette collaboration. Quand les clients viennent aussi, ils sont contents. Travailleur, le savoir-faire de Sotogbe paye, l'homme ne s'est jamais senti lésé. En deuil, on l'a appris ce matin, le célèbre humoriste Atina Noviti alias Gaglo Emovi le Costaud est rappelé à Dieu. La nouvelle de sa disparition a ému plus d'un. Retour sur sa vie et avec Yatar Ateb. Je te parle d'argent et toi tu me parles de téléphone. Non papa. Atina Noviti, il est plus connu sous son nom d'acteur Gaglo, en référence à la pièce de théâtre Gaglo ou l'argent cette peste. Une pièce de théâtre tout comme l'autre Le Fusil qu'il avait révélé au public à travers les écrans de la télévision togolaise. L'acteur raconte lui-même dans une interview comment il est arrivé à la comédie. Ma vocation est née depuis mon enfance, je dirais parce que mon père est un comédien. Mon père est polygame, donc avec 2 femmes, et essayait toujours de les mettre dans une bonne ambiance. Et il faisait trop de comédie, mon père. Et moi, je l'imitais. Et comme j'étais fils aîné, il y avait 2 filles derrière moi, il y avait toujours bagarre à la maison. Alors on m'envoyait au cinéma pour être tranquille. Alors j'allais voir les films, etc. Et quand je revenais, je faisais le film que j'ai vu. Moi, je mimais tout. Et voilà comment c'est resté dans mon sang. À l'annonce de sa disparition ce matin, les réactions n'ont pas tardé. Toutes parlaient d'une grosse perte pour la culture togolaise. C'est une bien triste nouvelle. Nous nous sentons reconnaissants de sa contribution inestimable au rayonnement de notre pays par le théâtre, le cinéma et l'humour. Gaglo, c'est aussi l'homme qui a su traverser les générations. Homme de théâtre, chroniqueur de la rubrique Horoscope sur Radio Lomé dans les années 80, chanteur avec son célèbre tube Emovi le Costaud, ce cadre de banque a su parfaitement s'intégrer à la scène et au cinéma. On se rappelle son célèbre film Dimitri Assevagan. Le personnage d'ailleurs de Emovi le Costaud, bien de Atina sur scène, déjà participe justement à la promotion du cinéma togolais parce qu'on ne voyait pas le film pour le film, mais on allait voir Gaglo au cinéma. C'était bien exploité et il a participé à la promotion du cinéma togolais. Justement, je peux même imaginer que c'est l'apothéose de son parcours. C'est ça d'ailleurs qui mérite que nous parlions d'un artiste polyvalent. Malade depuis un moment, l'artiste tire sa révérence à 66 ans, laissant derrière lui un monde de la culture en pleine mutation. Mais Remo Atina Noviti, alias Gaglo, vivra désormais à travers ses œuvres. L'artiste est mort, vive l'artiste. Comprenez-moi s'il vous plaît. On se rappelle que l'acteur était malade et le chef de l'État Forest Zinania Singbe avait même dépêché à son chevet son médecin personnel. À présent, on va se focaliser sur le cinéma togolais. Dans le secteur, les jeunes font des émules grâce à leur professionnalisme. Les films togolais sont de plus en plus exportés. Ils sont aujourd'hui sur tous les écrans, ici comme ailleurs. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le poids du cinéma au Togo? Serge Folissi est intéressé. Son reportage nous est présenté par Pierre Soussoupo. Quoi? Rentre chez toi, s'il te plaît. De plus en plus présents sur les écrans au Togo et à l'extérieur, les films togolais commencent à avoir de l'audience. L'effort d'ailleurs est encouragé de distinction des awards aux différents festivals de films. Clap Ivoire et Fespaco déroulent régulièrement le tapis rouge aux producteurs et acteurs togolais. Je pense sincèrement qu'il y a une grande évolution du cinéma togolais par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire
Aujourd'hui, on retrouve de plus en plus des films togolais dans des grands festivals à l'international. On retrouve des productions togolaises diffusées sur des chaînes de télévision, que ce soit locales ou internationales. On a aussi de la production qui s'est accrue. On en fait au moins une dizaine de productions par an dans toutes les catégories de production. Aujourd'hui, les formations sont plus pointues, les scénarios des producteurs plus affinés, le cinéma togolais émerge, même s'il y a encore de nombreux défis. Le premier défi à relever dans le cinéma, c'est le défi de la production de masse et de qualité. La production de longs métrages. Il faut produire beaucoup de longs métrages, les produire en qualité. Le deuxième défi, c'est qu'il faut enfin réouvrir les salles de cinéma après la pandémie. Et le dernier défi, c'est le plus important, et c'est le défi de tous les secteurs culturels en Afrique, c'est le défi de l'éducation. On n'est pas éduqué au cinéma. C'est-à-dire que normalement, lorsque vous êtes à l'école, vous avez 3 ans, vous êtes à l'école depuis le primaire, du primaire jusqu'à ce que vous ne quittez les bancs d'école, vous avez un programme annuel d'éducation à l'image pour vous permettre non seulement d'apprécier un film, mais de pouvoir voir en quoi ce film peut vous faire du bien à vous, d'arriver à faire de la critique de l'art. Action, ça tourne. Le cinéma togolais est sur de bons rails. Reste à explorer à fond les potentialités de cet art pour éclairer encore plus nos écrans noirs. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.